J'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Nous assistons à un énorme renforcement. En fait, c'est probablement un euphémisme maintenant, car la situation ne cesse d'évoluer. L'Iran avait organisé des manœuvres, mais désormais, des exercices conjoints sont menés par la Chine, la Russie et l'Iran dans et autour du détroit d'Ormuz. Ce sont des manœuvres annuelles appelées World for Peace 2026. Elles ont lieu chaque année depuis 2018. Ce qui est intéressant, Charmaine, c'est que si l'on se fie à ce qu'Axios a indiqué concernant le moment où une guerre pourrait éclater, ils ont suggéré que le calendrier pourrait être plus court, à seulement quelques semaines. Ce qui signifie, Charmaine, que si une guerre commence, si les États-Unis en lancent une, la Russie et la Chine navigueront ensemble. Leurs porte-avions, destroyers et autres navires participant à ces exercices. Pendant que tout ça se déroule. Trump dit beaucoup de choses. Vous savez, c'est dans l'action que tout se joue. Et les actions peuvent changer d'une semaine à l'autre. Je veux dire, il faut s'attendre à l'inattendu. Notre capacité à analyser rationnellement les informations et à élaborer des scénarios probables a disparu, non? Nous ne connaissons pas le niveau de coopération entre la Russie, la Chine et l'Iran, seulement sur quelques points, comme ces exercices, etc., qu'ils annoncent. Et nous ne le saurons pas. Et c'est pour une bonne raison. On ne laisse pas son ennemi. Enfin, je n'ai jamais compris comment les Américains pouvaient parler sans arrêt à l'approche d'une guerre. Ils fournissent énormément d'informations à leur ennemi, et peut-être que cela n'a pas eu d'importance par le passé, parce qu'ils n'affrontaient pas d'adversaires de même niveau. Mais je soutiendrai qu'à ce stade, l'Iran est un adversaire de même rang, du moins en ce qui concerne son arsenal de missiles. Il n'a pas besoin d'être un père dans tous les domaines, n'est-ce pas? Mais en matière de missiles, l'Iran est devenu l'égal de la plupart des pays de l'OTAN. Ces trois pays envoient donc un signal. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, les exercices navals dans le détroit d'Ormuz ont été annoncés par Nikolai Patrushev, le conseiller de Poutine et ancien chef du Conseil de sécurité de la Russie, que soit dit en passant, beaucoup considèrent comme un homme de la ligne dure. Poutine est considéré comme un modéré en Russie. Patrushev, lui, oh mon Dieu, il faut absolument que vous lisiez des choses sur ce type si vous ne le connaissez pas. J'avais publié une interview sur mon blog il y a des années. Ce gars-là allait droit au cœur des choses comme je n'avais jamais vu personne le faire. Un homme vraiment remarquable. Il est maintenant conseiller de Poutine. Et il a dit que ces exercices faisaient partie d'une coordination élargie des BRICS. Bon, les BRICS, c'est plutôt une organisation économique, non? Ces exercices en particulier s'appellent la ceinture de sécurité maritime de 2026. C'est un nouveau terme, d'accord? Lors d'une récente interview accordée, je crois, à un journal russe, Patrushev a déclaré que les raids contre les navires et cargaisons russes dans les océans du monde, un langage que l'on verra de plus en plus souvent, allait se multiplier, car l'Occident chercherait à perturber le commerce extérieur de la Russie. Les Russes affirment que la mer devient un tremplin pour l'agression et que l'Occident renoue avec la diplomatie de la canonnière. Patrushev et d'autres soupçonnent que la prochaine étape, si ces actes de piraterie, comme les appellent les Russes, c'est-à-dire l'interception ou l'arraisonnement de navires sanctionnés, que les Américains décrivent comme des bâtiments dangereux, transportant de la contrebande ou du pétrole interdit, découlent de décisions unilatérales des États-Unis que d'autres pays, comme l'Inde, se sentent contraints de respecter. Donc, si la piraterie de l'Occident n'est pas stoppée, l'Occident sera encouragé à tenter de bloquer l'accès de la Russie à l'Atlantique, d'accord? Et à réduire autant que possible le commerce russe.
Patrushev affirme donc que les Russes ont besoin d'une nouvelle marine redoutable pour mettre fin à cette piraterie et développer une flotte de haute technologie. Comme nous le savons, les Russes, tout comme les Chinois et les Iraniens, lorsqu'ils prennent une telle décision, agissent très rapidement. Et maintenant, Moscou parle de construire un ordre mondial multipolaire sur les océans du monde. Un objectif clé qu'elle s'attend à voir également mis en œuvre par les BRICS. D'accord? Et quand j'entends les Russes dire cela, j'ai l'impression que c'est un message adressé à l'Inde, surtout à la lumière de l'arraisonnement de navires par l'Inde cette semaine. Les BRICS doivent créer une véritable dimension stratégique maritime. Il y a une raison pour laquelle celle-ci s'appelle la ceinture de sécurité maritime. Ce n'est pas seulement pour avertir les Américains, mais aussi pour prévenir de nombreux acteurs que ces trois pays disposent d'une totale liberté de navigation sur toutes les voies maritimes où qu'elles se trouvent. Et puisque les Américains l'ont déjà fait, ils n'ont qu'à réinventer la roue. J'ai entendu cela de la part de quelqu'un très proche d'un groupe de réflexion du CGRI en Iran il y a des années. Nous n'avons même pas besoin de... Vous savez, les Américains vont désormais dans toutes les eaux en invoquant la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la piraterie, et ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons aussi dans toutes les eaux. Les Iraniens envoient des navires de guerre dans l'océan Indien et bien au-delà, parce qu'en réalité, qui peut dire non? Nous aussi, nous luttons contre le terrorisme. Nous aussi, nous luttons contre la piraterie. Ces trois pays envoient à travers ces exercices un signal indiquant que nous allons créer un nouveau paradigme pour les océans du monde. Et nous attendons nos partenaires des BRICS et d'autres institutions qu'ils s'y conforment. Sinon, nous verrons tous nos routes commerciales coupées. Donc, dans cet article du Tehran Times, il cite Patrushev et il dit clairement que nous allons exploiter le potentiel des BRICS, qui devraient désormais se voir attribuer une dimension maritime stratégique à part entière. Et ça, oui, c'est un nouveau langage. En général, les BRICS étaient au niveau de la coopération économique et du développement. Vous savez, de plateformes de paiement et d'échange, oui, de systèmes de paiement, de coopération autour du financement. Là, c'est différent. C'est la première fois que j'entends cela, car ces exercices ne sont pas nouveaux. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un de ces trois pays utiliser les mots BRICS et orientation stratégique maritime dans la même phrase. Ce qui est bien, c'est que cela nous montre qu'ils prêtent attention. Vous savez, comme je l'ai dit, nous n'obtenons pas beaucoup de déclarations de ces gouvernements, de ces trois pays. Donc, il nous est difficile de comprendre, est-ce qu'ils saisissent ce qui se passe? En sont-ils même conscients? Vous voyez? Mais il y a peut-être autre chose qui mérite d'être mentionnée en passant. Je pense que ces pays s'attendent aussi à des opérations de terreur massives menées par l'Occident. Vous savez la façon dont la Chine s'est en quelque sorte intéressée aux opérations du Mossad en Iran et comment des acteurs étrangers ont transformé ces manifestations pacifiques en Iran en émeutes meurtrières, n'est-ce pas? Où des centaines d'agents de sécurité ont été tués, la plupart désarmés, des choses ont été incendiées, des banques au bus, vous savez, des choses que les civils utilisent, n'est-ce pas? La raison pour laquelle la Chine s'est un peu emparée de ce sujet et a voulu en comprendre les subtilités et qu'elle collabore probablement avec l'Iran à ce propos, c'est qu'elle s'attend à ce genre de situation sur son propre territoire. Je ne sais pas ce que vous pensez de la situation des Ouïghours, mais la Chine connaissait des actes de terrorisme dans ces villes jusqu'à ce qu'elle mette en place dans les années 2000 ces camps de rééducation. Et vous savez, quand je suis allée en Chine l'automne dernier, c'était ma première fois là-bas, je ne suis pas allée à Pékin. J'ai entendu dire qu'on voyait des forces de sécurité à Pékin dans les zones clés, mais qu'on n'envoyait pas
dans d'autres villes chinoises. Ils ont fait un excellent travail pour éradiquer le terrorisme, mais je pense que cela reviendra avec une grande intensité. Vous savez, les Ukrainiens ont déjà un peu ouvert la voie à cela. Vous savez, la Russie s'attend à ce genre d'activité. Nord Stream, l'explosion du gazoduc Nord Stream, franchement, un bateau ukrainien aurait fait ça, c'est insensé. C'était une opération menée par un gouvernement occidental au plus haut niveau, très probablement avec la participation de plusieurs gouvernements. Les Russes ont constamment désigné les Britanniques. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent reproché dans les médias anglophones, mais les Britanniques reviennent régulièrement dans le discours de Moscou. Et puis, il y a eu le gazoduc Druzhba, je ne sais pas si vos téléspectateurs en ont entendu parler, mais la Hongrie, d'accord, la raison pour laquelle on en reparle dans l'actualité, c'est que la Hongrie a déclaré cette semaine que l'Ukraine empêche le gazoduc Druzhba d'acheminer le pétrole russe. Druzhba signifie amitié en russe. Il est dit, vous savez, que les Hongrois ont affirmé que les attaques sur ou autour de l'oléoduc ne l'avaient pas endommagé. L'Ukraine peut autoriser le passage du pétrole russe, mais elle ne le fait pas. Ensuite, la Slovaquie est intervenue en déclarant que, oui, l'Ukraine se livrait en réalité à un chantage politique. L'oléoduc est l'un des plus longs du monde, quelque chose comme plus de 4000 kilomètres. Il part de la Russie, traverse l'Ukraine, la Biélorussie, la Hongrie, je crois aussi la Pologne et la Slovaquie, jusqu'à l'Allemagne. Mais souvenez-vous, en 2023, lorsque les documents du Pentagone ont fuité, il y avait une note mentionnant une conversation entre Zelensky et son adjoint, dans laquelle il aurait suggéré de faire exploser l'oléoduc Druzhba pour frapper l'industrie hongroise, afin de punir la Hongrie de ne pas coopérer avec le reste de l'UE sur les sanctions contre la Russie. Et ainsi de suite. Puis l'oléoduc a été frappé à plusieurs reprises en 2025. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce que l'Occident va faire. C'est ce à quoi va nous mener en substance la nouvelle réorganisation de l'ordre mondial opérée par Trump. Mais voici ma question. Est-ce que la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres feront la même chose en retour? Parce qu'ils n'apprendront pas tant que vous ne leur rendrez pas l'appareil. Comment pensez-vous que le Hezbollah a tenu pendant 18 ans? D'accord, un pays bien plus petit, un acteur non étatique dans un État où sa position est contestée. Face à Israël, l'armée la plus qualitativement avancée de la région. Comment pensez-vous que le Hezbollah a réussi à tenir les Israéliens à distance pendant 18 ans? Par la dissuasion. Il frappait de manière sélective pour envoyer des messages à l'armée israélienne. Si tu fais cela, nous pouvons faire ceci. Tu veux y aller? Tu veux? Tu veux? Donc je pense que je suis très inquiet au sujet des infrastructures. Et n'oublions pas la BRI de la Chine, ainsi que l'INSTC de la Russie, de l'Iran et de l'Inde, le corridor international de transport nord-sud et les nombreux autres pipelines et corridors qui ont émergé de cette grande initiative visant à développer davantage de routes. Routes terrestres, oléoducs terrestres, chemins de fer terrestres, ainsi que des systèmes portuaires. Ceux-ci vont être touchés. Guerre économique, je veux dire, nous en avons tellement vu, nous l'avons vu au Venezuela, nous l'avons vu au Yémen, nous la voyons à Cuba maintenant, n'est-ce pas? Assiéger complètement un pays, les affamer. C'est devenu banal. Et penser qu'ils ne vont pas détruire toute notre infrastructure pour affamer notre population, tu trompes lourdement. Peut-être que la seule façon de les arrêter, c'est de riposter. C'est la loi de la jungle. Et devine qui la pousse? Les Américains. Les Américains, qui ont tiré plus de bénéfices de l'ordre mondial d'après-guerre que n'importe quel autre pays sur Terre, sont en train de le briser. Et tu sais, Danny, je t'ai envoyé, quand on a commencé à discuter, le rapport de la conférence de Munich sur la sécurité, qui est un peu fou.
Je veux dire, si tu le lis, je dois me souvenir, je crois que le titre, juste pour que les spectateurs le sachent, c'est Sous destruction. Et dedans, ils choisissent essentiellement, donc voilà, c'est l'Europe. D'accord. L'appareil de sécurité européen a essentiellement déclaré, et je cite, « Le monde est entré dans une période de politique boule de démolition. La destruction massive, plutôt que les réformes prudentes et les ajustements politiques, est devenue la norme. Le plus en vue parmi ceux qui promettent de libérer leur pays des contraintes de l'ordre existant et de reconstruire une nation plus forte et plus prospère est l'actuelle administration américaine. En conséquence, plus de 80 ans après le début de sa construction, l'ordre international dirigé par les États-Unis depuis 1945 est désormais en cours de démantèlement. Ils ont constamment désigné Trump comme le chef de cette destruction, l'ère de la destruction. Ils ont qualifié Trump et ses acolytes, c'est-à-dire aussi les partis politiques européens favorables à Trump, de démolisseurs. Vous savez, c'est une lecture passionnante au passage, le rapport sur la sécurité de Munich qui vient de paraître en février. Et les nations européennes doivent maintenant trouver un autre moyen de ne pas être écartées. Vous voyez, de rester pertinentes. Parce qu'elles disent que les Américains, l'administration Trump, essayent d'en finir une bonne fois pour toutes avec le libéralisme. Mais le libéralisme, c'est en quelque sorte ce qui a permis à la coterie de Trump de prospérer. La classe des milliardaires, la façon dont ils s'en sont bien sortis, n'est-ce pas? Le libéralisme a inauguré une ère de gouvernement dirigée par des milliardaires dans tout l'hémisphère occidental. Et donc, je ne suis pas sûre. Je veux dire, les Européens ne se rendent vraiment pas compte à quel point leur situation est mauvaise. Et ils s'inquiètent, et ils le disent dans le rapport, que ce que fait Trump en ce moment inaugure une période où les États-Unis, la Russie et la Chine établissent des sphères d'influence, ce qui ne laisse vraiment aucune place à l'Europe. Et ils affirment que pour détruire les destructeurs, nous devons être aussi audacieux que les acteurs de la destruction. Je ne vois pas l'Europe aller dans cette direction. Je la vois mise à l'écart. Mais ensuite, bien sûr, ils parlent de Trump et de ses gens, les hommes de la démolition, qui déclenchent une guerre culturelle et ressuscitent un supposé passé chrétien blanc et pré-féministe, ce qui nous conduit directement au discours de Marco Rubio à la conférence de Munich sur la sécurité. Et tout cela entre en jeu pour déterminer s'il y aura une guerre ou non. Je veux dire, cela vaut vraiment la peine d'en discuter, car ce que je constate essentiellement, c'est que ce que disent et font les Américains, et ce que disent et font les Européens, nous apportent de toutes nouvelles informations géopolitiques, d'accord? Nous ne pouvons pas ignorer cela. C'est ainsi qu'ils perçoivent les choses, et ils vont avancer sur la base de leurs observations et de leurs déclarations. Nous devrions y prêter une attention particulière. Donc vous savez, d'un côté, les Européens se montrent moqueurs quant à la manière dont les Américains agissent. D'un autre côté, ils ne condamnent pas les attaques américaines contre les installations nucléaires en Iran, n'est-ce pas? Leurs institutions non plus, pas même l'AIEA, elles n'ont pas le droit de le faire au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Européens semblaient ne pas avoir de problème avec l'enlèvement par les États-Unis d'un président en exercice au Venezuela. Ils semblent également accepter le blocus économique de Cuba. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense que l'Europe est dans une très mauvaise posture et qu'elle ne se relèvera pas assez vite pour aider les Américains dans leur agenda. Donc, les Américains, à mon avis, et nous en avons eu quelques indices, envisagent de changer de régime dans certains pays européens. Et cela promet d'être intéressant.
Tu sais, c'est la fin de l'Alliance Atlantique. Je veux dire, si eux peuvent... Écoute, Danny, et s'ils y arrivent? Et si le régime Trump change le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, sans doute leurs partenaires européens les plus importants, et qu'il y introduit des gens d'extrême droite, anti-immigrants, du genre « détruisons le monde », d'où viendra l'argent pour faire tout ça? En réalité, la seule chose que les Chinois, les Russes, les Iraniens et leurs alliés dans le monde multipolaire ont à faire, c'est de perturber le commerce en devises occidentales, en particulier le dollar américain. Alors il n'y aura plus rien, plus d'argent, pour qu'ils puissent poursuivre cette voie de destruction et de démolition mondiale. Il y avait un article dans The Cradle que vous avez mentionné à propos du fait que la Chine cherche à aider l'Iran à contenir le Mossad à l'intérieur du pays. Vous avez dit que vous étiez allé plusieurs fois au Xinjiang et qu'à Urumqi, ils organisent même une exposition entière pour les nouvelles forces de sécurité afin d'examiner ce qui s'est passé pendant la période comprise entre 1990 et 2016, lorsque des centaines, voire des milliers, de Chinois ont été tués par des soi-disant séparatistes ouïghours, qui étaient en réalité formés dans les régions frontalières à l'extérieur du pays. Il y a donc une grande sensibilité à ce sujet et un fort accent mis dessus, tant dans la politique frontalière que dans la sécurité générale de cette partie du pays, pour éviter que cela ne revienne, pour le maintenir à distance. Et c'est justement le point sur lequel je voulais vous interroger. Qu'est-ce qui était exactement abordé dans cet article? Parce que j'ai aussi entendu parler d'une coopération entre l'Iran et la Chine dans ce domaine. Et c'est un sujet qui, compte tenu de la manière dont Israël et les États-Unis aiment mener la guerre aujourd'hui, ou peut-être de la façon dont ils ont toujours aimé la mener depuis que les États-Unis sont devenus hégémoniques en 1945, consiste à provoquer une incroyable perturbation interne, du chaos, des divisions et des dissensions, afin que tout ce qu'ils entreprennent sur le plan cinétique soit d'autant plus efficace, voire simplement efficace tout court. Eh bien, je veux dire, nous avons vu à travers ces guerres, celle d'Israël, celle des États-Unis et celle soutenue de l'extérieur, à l'intérieur de l'Iran, etc., un grand degré de pénétration technologique et de renseignement, une pénétration rendue possible par la technologie, n'est-ce pas? Appelons cela une guerre du renseignement, mais aujourd'hui fortement dépendante de la technologie. Et les Chinois ont remarqué que ce type de guerre du renseignement précède désormais l'engagement militaire cinétique. Ce que nous avons vu de la part des Israéliens et des Américains, c'est une sorte de choc et effroi interne, n'est-ce pas? Peut-être en ciblant des organisations ou des dirigeants. Et ensuite, ils pensent pouvoir agir librement après cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'était pas le cas au Liban. Les forces spéciales libanaises, les forces spéciales du Hezbollah, étaient en première ligne, empêchant toute incursion des troupes israéliennes au Liban après les attaques de Pagé et ainsi de suite. Vous savez, après l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, l'Iran ne s'est pas arrêté. Je pense qu'il s'est écoulé peut-être 12 heures avant qu'ils ne lancent leur attaque. De nouvelles personnes affectées à ces rôles, les choses étaient déjà en mouvement. Les Chinois veulent tirer des leçons de tout cela. C'est du moins ce qu'a écrit notre auteur, un spécialiste de la Chine et des relations Chine-Israël basé en Égypte. Je pense donc que c'est un point vraiment important. Observer ce système, cette évolution de la guerre qui semble désormais toujours précéder, n'est-ce pas? J'ai dit que le modèle pour les Européens, les Américains et les Israéliens, cette alliance est désormais une seule et même chose. Donc, ils remarquent ces schémas. Ils observent aussi, vous savez, des éléments comme les faiblesses structurelles
il existe des lacunes technologiques pour un pays comme l'Iran, n'est-ce pas? La Chine peut donc aider à combler ces lacunes technologiques, peut-être les Russes, peut-être même d'autres alliés, mais il creuse plus profondément. Quelles sont les faiblesses structurelles? Comment certaines installations iraniennes ont-elles été pénétrées par des moyens technologiques et de renseignement? Lorsqu'on obtient ces informations, parce que le plan ou la méthode est la même, on peut être bien mieux préparé. La Chine peut être bien mieux préparée en interne. La Russie peut être bien mieux préparée en interne. Vous savez, à presque tous les niveaux, les Américains poussent ces trois puissances eurasiennes à coopérer de plus en plus. Vous savez, pourquoi ne coopèrent-ils pas déjà? Je veux dire, on vient juste d'avoir, c'était hier, le ministre russe, je ne me souviens plus lequel, qui est allé signer tout un tas d'accords avec l'Iran. Devine quoi? Des infrastructures. Les Russes développent les champs gaziers de l'Iran. Un niveau supérieur. Non? Ça ne fait que nous rapprocher de plus en plus. Je ne sais pas. Je conseille à tout le monde qui regarde ceci de lire l'article. Il n'y a pas beaucoup d'informations en Chine sur ce genre de choses, on ne va tout simplement pas le savoir. Mais l'auteur, qui, comme je l'ai dit, est un expert de la Chine, a examiné la littérature chinoise sur ce qui se passait en Iran pour reconstituer une histoire montrant à quel point les Chinois étaient intéressés à s'impliquer profondément dans ce qui s'y est passé. Les acteurs de la Chine à propos de futures atteintes à la sécurité. Pour moi, la grande histoire dans tout cela, des exercices navals à ce type de coopération avec l'Iran, c'est comme vous l'avez mentionné auparavant, l'infrastructure. Vous savez, la Chine, bien sûr, ne veut pas voir ses alliés subir des pertes, être renversés ou détruits par la guerre. Mais il y a aussi un autre aspect. Si ces pays sont alliés avec la Chine, c'est parce qu'ils sont prêts à s'engager dans une coopération très approfondie. L'Iran a été qualifié d'allié clé pour l'Asie occidentale et l'Europe. Et si l'Iran tombe, alors une grande partie de l'initiative, la ceinture et la route de la Chine est en réalité en danger, et cela depuis un certain temps déjà. Je veux dire, nous savons que beaucoup de ces forces, par procuration, comme les groupes armés baloutches, ont tendance à s'en prendre au projet de la ceinture et de la route. Au Pakistan, par exemple, ils les font exploser. Ils y mènent des attaques terroristes. Et cela touche aussi les Chinois, car les travailleurs chinois doivent se rendre dans ces pays pour assurer le conseil, la formation, l'équipement et le travail. Oui, mais tu sais, il y a des preuves que même les Israéliens ont compris que certaines de leurs actions ont provoqué des réactions non seulement imprévues, mais aussi très très dangereuses pour Israël. Qui était-ce déjà? Je crois que c'était Bennett qui en parlait récemment. Naftali Bennett, l'ancien premier ministre d'Israël. Il disait qu'en fait, on pourrait voir une sorte d'OTAN arabe se former, non? Les Israéliens et les Américains ont toujours défendu l'idée d'une OTAN arabe qui collaborerait avec Israël pour, en gros, contrer l'influence de l'Iran dans la région. Mais Bennett disait qu'il pourrait en fait émerger une OTAN arabe avec le Pakistan nucléaire en son centre et que ce serait très mauvais pour nous. Désolé, sous les auspices, disons, de la nouvelle aversion de la Turquie envers Israël, parce que la Turquie est opportuniste, elle joue sur les deux tableaux avec Israël, mais actuellement, la nouvelle aversion de la Turquie envers Israël créerait une configuration turco-arabo-pakistanaise qui n'aurait pas l'Iran dans sa ligne de mire, mais bien Israël. Et c'est très réel. Cela est devenu possible en partie à cause des Émirats arabes unis et d'Israël. Leur relation étroite, chacun montrant ses cartes à tour de rôle. Vous savez, les Émirats ont essentiellement pris le contrôle de larges zones du sud du Yémen, sont entrés dans l'Hadramout.
C'était la première grande opération militaire cinétique de cette ampleur depuis la sorte de cessez-le-feu non déclaré au Yémen il y a quelques années. Ils sont entrés et ont pris le contrôle du sud du Yémen. Les Saoudiens se sont vraiment réveillés à ce moment-là. Puis peu après, les Israéliens ont déclaré leur reconnaissance du Somaliland, un État dissident reconnu par aucun autre pays au monde. Et devine quoi? Le Somaliland se trouve juste en face des côtes sud du Yémen. D'accord? C'est là que se trouve le « pourquoi je n'arrive pas à… » oui, le Bab el-Mandeb. C'est un point d'étranglement qui pourrait empêcher les Saoudiens de faire passer leurs navires et leur commerce par le canal de Suez. Une carte serait utile pour ce genre de choses, mais tu sais, peut-être que tu pourras en afficher une plus tard. Je peux t'en envoyer une maintenant, si tu veux. Oui, bien sûr. Et ce genre de coopération pour encercler l'Arabie saoudite, a simplement fait sauter les dernières réserves que les Saoudiens pouvaient encore avoir quant à se comporter décemment face aux agressions yéménites et israéliennes. Et en gros, les Saoudiens sont allés, tu sais, à fond contre les Émirats arabes unis, non? Ils sont allés à fond contre les Émirats. Ils ont en quelque sorte mis les Émirats dehors de… Eh bien, je t'ai envoyé ça sur WhatsApp, tu peux choisir la carte que tu veux. Ils sont allés à fond contre les Émirats. Ils ont essayé d'annuler tous leurs gains, non seulement au Yémen, mais aussi au Soudan, dans toute la Corne de l'Afrique, en Somalie. Nous aurons d'ailleurs un article là-dessus vendredi, je pense, une analyse très très approfondie sur l'Éthiopie. Il se passe tellement de choses, Dani, qu'il est difficile de suivre. Mais l'Éthiopie joue maintenant avec les Émiratis et les Israéliens, au grand désarroi des Égyptiens et d'autres acteurs. Je veux dire, c'est l'enfer qui se déchaîne là-bas. Mais les Saoudiens avancent d'une manière qu'on ne les a pas vus adopter depuis très longtemps. C'est un pays très conservateur en matière de politique étrangère. On a vu un petit écart à cette règle quand Mohammed Ben Salman est devenu prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, n'est-ce pas? Quand il était ce jeune homme de 31 ans, un peu fou, faisant tout ce dont il avait envie. Mais il est revenu en arrière et depuis quelques années maintenant, les Saoudiens bouillonnent sous la surface à propos des Émiratis. D'accord. Et maintenant, chaque pays arabe qui n'osait pas dire un mot sur Israël parce que les Américains se seraient fâchés contre eux, s'en prend de toutes ses forces aux Émirats, en partie à cause du désir d'Israël de collaborer avec les Émirats pour, en gros, tu vois, encercler l'Arabie saoudite afin de pouvoir la piéger si l'on veut, peut-être même la fragmenter, voire éliminer Mohammed Ben Salman. C'est comme qu'est-ce qu'il ne ferait pas, n'est-ce pas? Mais voilà le truc, ce que cela a fait, c'est que cela a brisé, ou plutôt cela a réuni les trois alliances existantes dans la région. L'axe de la résistance, l'alliance Qatar-Turquie de type frères musulmans, et puis l'alliance arabe modérée, tu sais, les monarchies arabes du Golfe Persique, plus l'Égypte, plus la Jordanie, cela les a tous rassemblés du même côté contre les Émirats arabes unis. Donc, au lieu d'une OTAN arabe, tu vois, on peut regarder cette carte, on voit que les Saoudiens sont tellement grands, l'Arabie saoudite, qu'ils sont à la fois sur le Golfe Persique et sur la mer Rouge, n'est-ce pas? Mais si les Émiratis, avec les Israéliens, parvenaient à obtenir toute cette chaîne de ports, depuis le Golfe Persique jusqu'au sud du Yémen et d'Oman, puis en remontant par la mer Rouge jusqu'en Israël, oui, jusqu'en Israël, en contournant le canal de Suez, les Saoudiens perdraient, tu sais, une grande partie de leur capacité de projection de puissance. Et donc beaucoup de choses changent. Les Israéliens craignent maintenant que cette réaction ne rapproche les Arabes des Iraniens. Et bien sûr, cela a poussé les Arabes, des pays comme l'Arabie saoudite, à faire pression contre une guerre américaine avec l'Iran. Le Qatar à faire pression contre une guerre américaine avec l'Iran.
la Turquie, à faire pression contre une guerre américaine avec l'Iran, parce que désormais, les intérêts ont changé dans cette région. Interests have shifted in this region.